Première année en endurance et on gagne le championnat d'Europe. J'ai eu Robert Kubica comme coéquipier et Yves Fayet. Les 24 heures du Mans, ça aurait pu être une année parfaite. On était en tête pendant 23h40, même 23h58 on va dire même. Et dans le dernier tour, je me rappellerai toujours de ça, on était prêts à célébrer, les commissaires viennent vers nous, nous donnent les casquettes. Robert, super superstitieux, les envoie gentiment balader et je veux rien savoir, on n'a pas gagné. Et je regarde la télé, ma voiture elle s'arrête. Sortie des enveloppes, bouf, arrêté. Dernier tour. On est en tête de la course avec 40 secondes d'avance, elle redémarre pas. Moi c'est Julien.com, vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seule sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Et salut les amis, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast que je vais avoir la chance de co-animer avec Louis Delettra. Salut Louis. Salut Julien. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Louis Delettra, j'ai 27 ans, je viens de Genève et je suis pilote professionnel. On va essayer de faire un petit récapitulatif de toute ta carrière en passant par tes origines, en gardant la chronologie des faits pour un petit peu suivre toute l'évolution de ton parcours. On va commencer par tes origines. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel environnement tu as grandi et où tu as grandi ? Alors déjà j'ai grandi dans cette maison, là on est chez mes parents donc c'est là que tout a commencé sans savoir où je voulais vraiment aller. Mais voilà, je suis né dans le sport automobile via mon papa qui a toujours été pilote et je pense que voilà, c'est certainement ce qui m'a amené à aimer ce sport. Ok. Et donc voilà, à Genève en Suisse et toujours été là. D'accord. Donc ton papa, pour ceux qui ne savent pas forcément, qui ne font pas le lien, c'est Jean-Denis ? Exactement, Jean-Denis Delettra. Ouais. Jean-Denis Delettra, pilote automobile. Exactement, en endurance. Il a fait de la Formule 1 3 courses, mais la plupart de sa carrière s'est passée aux 24 heures du Mans, en endurance, en GT1. Je pense que les origines de la passion, ça vient du papa, clairement. À 100% parce que j'ai grandi sous les circuits. La première fois que j'y étais, j'étais dans le ventre de ma maman. Bon, ça, je ne m'en rappelle pas, bien entendu. Mais après, j'étais tout petit, je jouais avec les pneus, puis cette odeur d'essence, de gomme de pneus brûlés, etc., ça marque. Ouais. Et c'est 100% ce qui m'a donné ma passion. Donc, t'accompagnais ton père, toute la famille accompagnait Jean-Denis sur les circuits. Pas tous les week-ends, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, toutes les grosses courses, les 24 heures, je me rappelle être sur place. Et ça, dès que j'avais 3 à 4 ans, je me rappelle, j'ai des souvenirs, il y a des photos de moi qui jouais avec des pneus. Et donc voilà, je pense que je n'allais pas tous les week-ends parce que c'était compliqué d'avoir toujours un enfant avec soi, mais j'y étais souvent. Ok, génial. Donc grandi à Genève. En termes de parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait toutes mes études jusqu'à la fin de la maturité, donc j'ai obtenu ma maturité en Suisse, qui est l'équivalent du bac. Et après, je suis pas allé à l'université parce qu'à ce moment-là, j'étais en Formule 2 et c'était vraiment le moment où je pensais que c'était bon, j'allais être professionnel. Donc, je suis pas allé à l'université. Tes débuts en expérience 2 roues, 4 roues, t'as commencé par quoi ? Toujours 4 roues. Je pense que dans ma famille, il n'y a jamais eu vraiment de 2 roues qui se passait. Je suis pas très bon sur 2 roues, même sur le vélo, donc on va dire que c'est peut-être mieux comme ça. J'adore regarder la MotoGP, je respecte énormément ce qu'ils font, mais c'est pas pour moi. Donc tout de suite en karting, à Annemasse, ici au karting de location. Quand j'étais petit, je faisais mes anniversaires. Tu m'as parlé tout à l'heure de véhicules à roulettes. Oui, c'est vrai. En fait, au tout début, je voulais... Bien entendu, quand on voit son papa faire le sport auto, qu'on aime ça, moi je voulais en faire aussi. Ouais. On veut toujours faire comme papa. Et il m'a dit non, t'es trop jeune, t'as 8 ans, donc on fait pas de karting. C'est un peu trop dangereux, on attend, on va faire de la caisse à savon. Donc en fait, la caisse à savon, c'est 4 roues, une planche de bois et des descentes. Et voilà, c'est le plus rapide, enfin le premier arrivé en bas. Donc on a fait ça et il faut tout construire soi-même. Et on construisait la voiture l'hiver dans le garage ici. Ce qui était fantastique parce que c'est la première mécanique avec mon père. Et après, début février, plutôt mars,
On allait à Corsier faire la course dans la descente et là on s'est rendu compte, ah oui, il y a quand même du niveau, chacun construit sa caisse à savon différemment. C'est comme la Formule 1, il faut améliorer sa voiture et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ça t'intéresse, toi, la mécanique ? Non, ça m'intéresse. Après, voilà, sincèrement, si on me demande demain de démonter la boîte à vitesse de ma voiture, je vais faire des erreurs. Je sais le fonctionnement, je connais exactement comment ça marche, mais je vais pas être capable de la démonter ou de la réparer moi-même. C'est pour ça qu'on a des équipes techniques, surtout à ce niveau-là, pour le faire. Mais ça m'intéresse et je pense que c'est très important pour un pilote de comprendre ce qui se passe dans sa voiture et aussi pour la régler. Parce qu'en fait, pour pouvoir donner le feedback à l'ingénieur, il faut comprendre. Clairement. Comment tu commences le karting ? Alors en fait, la première année de caisse à savon se passe bien, on rigolait, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer avec mon père. Et ma maman nous a toujours suivis là-dedans, bien entendu. Mais comme je dis, on arrive à la première course, on s'est rendu compte, ah oui, nous on a des roues galettes, les autres ils ont des roues qui font la pression des pneus. Là, ils sont un peu plus aérodynamiques que nous. Enfin, même à ce niveau-là, on compare toujours. Donc la deuxième année, on a commandé un bois qui était très lourd, un bois beaucoup plus lourd pour aller plus vite dans la descente. Ouais, beaucoup plus dense. Beaucoup plus dense. On a pris les bonnes roues, on a commandé un kit plus performant, donc là ça commençait à aller vraiment vite. On a gagné quelques courses. Et la dernière course de l'année, je crois qu'il y avait c'est avec des bottes de foin, la sécurité, elle est pas folle. Je tape la botte de foin, je fais un tonneau et je glisse sur 50 mètres. Alors moi, j'ai rien, le casque rayé et tout, mais tout le monde un peu choqué. Et là, mon père, il a dit, peut-être que finalement, le karting, c'est pas si dangereux que ça. Donc, on va aller faire du kart. Et c'est là que la transition s'est faite et j'ai fait le Vega Trofeo en Suisse. Pendant 4 ans dans 2 catégories différentes. On a beaucoup gagné, enfin j'ai gagné 2 fois le championnat suisse. Mais c'était vraiment là mes vrais débuts de compétition. Comment ça se passe la première fois que tu es sur un karting ? C'est naturel ? Tu comprends tout de suite comment ça fonctionne ? Tu as ce feeling ? Non, on ne comprend pas tout de suite. Après oui, le feeling il était là, je pense. Ça s'est bien passé. Mais il faut, voilà, c'est comme tout, la première fois, on n'est jamais le meilleur. Mais on a fait les essais l'hiver, il faisait très froid, je me rappelle, mes doigts étaient gelés sur le karting. Et puis voilà, après tu testes, tu développes, tu fais les premières courses. La première année, j'ai beaucoup appris dans le comportement du kart, le réglage, et puis surtout la course, quand tu es toujours proche des autres kartings, et c'est là que tu te développes vraiment en tant que pilote. Donc la première année était dure, et les 3 années d'après, on a gagné plus ou moins. Donc, c'est des championnats promotion, tout le monde a les mêmes cartes finalement ? C'est qu'une histoire de réglage Il y a des catégories. À l'époque, c'était le Super Mini pour moi, et après c'était le KF3, si je me rappelle bien. Et il y a plusieurs marques, il y avait des cartes comme Birel, Tony Kart, etc. Chacun choisissait son châssis, mais après, il n'y avait pas des énormes différences entre les... C'est pas que... Enfin, c'est les mêmes moteurs et c'est des châssis qui ont une couleur différente et peut-être une marque différente, mais c'est les mêmes performances. Ok. Tu as pu combattre avec des pilotes connus à cette époque-là ? Alors, la chance que j'ai eue, en guillemets, c'est que mon papa étant dans le sport automobile, il m'a fait éviter beaucoup d'erreurs qu'il a pu faire lui avant quand il avait personne pour le guider. Donc on a roulé en championnat suisse où le niveau était haut mais pas du tout au niveau international. Et j'ai jamais vraiment fait l'international de 1 parce que ça coûte cher et puis de 2 on savait pas trop où aller. Mon père n'a jamais vraiment fait de kart. Donc à la fin j'ai gagné 2 fois le championnat suisse et on se posait la question est-ce qu'il faut aller en international ou est-ce qu'il faut passer à la voiture ? Donc à la fin de l'année, on allait faire une course qui était la Winter Cup à Lonato. Et c'est là où tout le monde se prépare l'hiver pour l'année d'après. Et il y a toutes les grandes marques. Donc là, on arrive, il y avait Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris. On a tous la même génération en fait. Et nous, on arrive avec notre petit team suisse, JD Racing, qui n'a rien à voir avec mon père. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Notre équipe était très bien, mais on n'avait pas le matériel des autres. Il y avait 110 cartes dans la catégorie. On fait la qualification et après la qualification, mon père, il arrive et il me dit « Ah, c'est fantastique, t'es que 6 dixièmes derrière Verstappen qui est l'équipe d'usine, blablabla, qui avait tout dominé cette année. » Moi, j'étais content. Et j'ai qualifié 96e sur 110. À 6 dixièmes. Donc là, c'était un peu le choc. On s'est dit « Bon, il y a encore un peu de travail. » Il y a du niveau. Voilà. Et en fait, les différences sont tellement petites, minimes en carte qu'il faut tout optimiser. Et c'était un bon réveil. Donc là, on nous a dit, voilà, si vous voulez faire l'international dans les bonnes conditions, dans les bonnes équipes, ça sera environ 300 000 €. Donc on est tombé par terre. Donc c'est là que le choix, il était fait de passer en voiture à la Formule BMW. Et t'avais quel âge là, à cette époque-là ? 14, 15, fin de 15 ans. Déjà 15 ans, tu te posais déjà la question de partir en automobile. C'est ça. En fait, c'était le choix, soit continuer le karting pour 300 000 €, je ne me rappelle pas les chiffres exacts, par là,
ou aller en voiture dans l'école BMW et c'était 100 000 euros. C'était 3 fois moins de passer dans une voiture que de faire du kart. Et ça, c'était à 10 ans. Donc le sport, il est quand même devenu un peu fou de ce côté-là. Pour revenir un petit peu à la base, aux origines, toi, dans ton enfance, ta jeunesse, hormis le fait que tu étais prédestiné à piloter, de quoi tu rêvais ? Qu'est-ce que tu avais envie de faire ? Est-ce que tu étais partisan de la F1 ? Est-ce que tu pensais à l'endurance ? Est-ce que tu aimais les voitures de tourisme ? J'ai toujours, bien entendu, adoré la Formule 1, comme tout enfant qui regarde la télé. Mais j'ai eu la chance de grandir au Mans et dans les courses d'endurance avec mon père, donc c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Ça n'a jamais été un plan B pour moi. Après, je dirais pas qu'à 8 ans, je rêvais de gagner les 24 heures du Mans, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Donc, tu n'étais pas forcément fixé, ton objectif, c'était pas la monoplace ? Non, et sincèrement, je pense que quand on a 8 ans, c'est plus la famille, le père qui guide, que l'enfant, à ce moment-là, nous, on veut profiter. Et si tu me dis, quand j'avais 8 ans, enfin, du coup, il y a presque 20 ans, est-ce que t'étais sûr que t'allais être pilote pro ? Bah non, j'avais aucune idée. Moi, j'allais à l'école avec mes amis et puis je m'amusais le week-end. Mais à 15 ans À 15 ans. À 15 ans, c'est clair que c'était mon but. Je rêvais de la Formule 1. Ouais, c'était la Formule 1. C'est sûr. Ok. Puis la chance que j'ai eue, c'est que mon père, il m'a jamais forcé. Il y a beaucoup d'enfants. On voit, ils ont 3 ans, 4 ans, ils sont dans les kartings. C'est pas leur choix. Après, c'est pas mal, mais c'est différent comme perspective. Ouais. Donc l'objectif, c'était quand même la F1. Tu pars en championnat, comment tu dis, BMW ? Ça s'appelait la BMW Talent Cup. C'est une catégorie que BMW avait créée et qui finançait eux-mêmes pour des jeunes qui faisaient le switch karting et à monoplace. Et en fait, vu que j'avais 15 ans, t'as pas le droit de faire de course. C'est 16 ans l'âge minimum. Ah, ok. Donc c'est une année complète de courses non officielles, tout organisé par BMW, les voitures de BMW, les ingénieurs de BMW. Et ils t'apprennent à devenir un pilote. Les ingénieurs, faire le feedback, régler la voiture, conduire. Donc ça, c'était tout fait par eux. C'était quoi comme voiture ? C'était comme une Formule 4. Ça s'appelait Formule BMW. Ça n'existe plus maintenant. Ah, c'était quand même des monoplaces. Oui, monoplace avec le séquentiel. Ah, quand même. Ça marchait bien. C'est la même vitesse qu'une Formule 4, mais ça te permettait de faire une année en avance sur tout le monde. Ouais, en fait, c'était en quelque sorte le volant elf de maintenant. Exactement. Ouais. Et après, si tu réussissais bien, ce qui m'est arrivé, c'est que BMW, ils font une académie et ils te financent. Et ils t'aident. Alors, cette année-là, on en parlera, mais c'était pas bien pour moi. Par contre, après ça, BMW, ils m'ont repris dans le junior programme et ils ont été une grande partie de ma carrière. Tu as fait cette académie, je l'appelle l'académie, mais tu as fait cette académie avec des pilotes connus à cette époque-là ? Pas des pilotes qui ont fait de la Formule 1, enfin qui sont en Formule 1 actuellement. Il y a beaucoup de très bons pilotes qui sont pilotes professionnels actuellement dans d'autres catégories. Mais non, pas des pilotes qui sont actuellement en Formule 1. Ok. T'as pas d'exemple particulier d'un ou plusieurs pilotes ? Il y avait Fabian Schiller qui est maintenant pilote Mercedes, Marvin Dienst qui est aussi pilote Mercedes maintenant en GT, Michael Jensen qui est pilote en hypercar. Donc il y avait beaucoup. Après, je me rappelle plus de tous les... Donc c'était très international alors ? Ah oui, c'était totalement... On était 2 Suisses, il y avait moi et Ralf Boschung. Et les circuits, c'était peut-être un seul circuit ? Non, c'était dans toute l'Europe et beaucoup de beaux circuits. Donc on est allé à Spa, on est allé à Brenzach, on est allé à Budapest, Silverstone. Il y avait 9 événements dans l'année. En fait, eux, ils organisaient ça. Ils faisaient des courses tous les week-ends, mais il n'y avait pas de points, il y avait des podiums, mais c'était pas officiel. Donc si on regardait sur Internet, il n'y avait pas. Et la dernière course de l'année, quand tout le monde avait 16 ans, plus ou moins en octobre ou en novembre, il y avait 3 qualifications, 3 courses. Là, il y avait des points comme un championnat. C'était comme un shootout. Et à la fin de ce week-end, celui qui gagnait le championnat, il avait 350 000 euros de prize money, ce qui est énorme. Ouais, clairement. C'est les seuls à faire ça, BMW. Ouais, clairement. Ils mettaient les moyens. Voilà, donc moi, c'était très bien passé. J'avais fait 3 pole positions. J'ai fait 2e la première course. J'ai gagné la 2e course. Et la dernière course, bon, c'était un peu compliqué, mais on m'a plus ou moins sorti. Le pilote a été disqualifié pour ça, mais moi, j'ai perdu le prize money. Donc ça a été un gros coup dur. Ok, c'était sur quel circuit ? Oschersleben. C'est en Allemagne, au milieu de nulle part. D'accord. Donc, fin de la BMW Talent Cup. Comment ça se passe, la suite ? Gros coup dur, parce que déjà, je perds l'argent promis au vainqueur à cause de l'accident quand on m'a sorti. Et puis, on va dire que 300 000 euros, c'est pas négligeable. Clairement. C'est énorme. C'est Clairement. une somme énorme. Enfin, c'est de l'argent, c'est même débile. Donc là, le step logique, c'est la Formule Renault 2 litres. Je vais chez Kaufman Racing, qui était une des meilleures équipes. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires, des supporters et mon père qui m'ont suivi. Et voilà, on commence là-dedans en championnat nord-européen et championnat d'Europe. Et je fais 3 ans dans cette catégorie, donc qui sont plutôt très bien passés. Et c'est ce qui a vraiment lancé ma carrière en monoplace. Très bien. Le bouclage du budget, en grande partie grâce au réseau peut-être de ton père, de son passé de pilote, ça a aidé ?
C'est sûr que ça a aidé, on va pas se mentir. Au début, en karting, etc., c'est la famille qui doit payer. C'est la famille qui doit participer, bien entendu, on trouve les amis, les partenaires, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'investissement sur un pilote. Donc, le fait d'avoir perdu ce prize money, c'était dur. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu des partenaires fidèles. Et dès le début, j'ai eu ADS Securities, qui était une société à Abu Dhabi, dans le Forex, c'est une banque, avec un monsieur suisse, qui était son directeur et qui a cru en moi, qui a commencé par donner de l'argent dans cette société, pour ma carrière, et le garage Modena Car à Genève aussi, avec Gino qui m'a énormément aidé. Donc sans eux j'aurais jamais pu le faire. Et un autre partenaire qui était GPX, l'équipe qui a roulé en endurance, GP Extreme. Donc ces 3 gens entre autres m'ont énormément aidé, et c'est grâce à eux qu'on a pu boucler ces budgets. Ok, donc je vois sur mes notes que 2013, année d'apprentissage, tu finis 19e. Par contre 2014, directement l'année d'après, tu finis 2e. C'est juste, ouais. Donc la première année, c'était dur, parce que comme tout championnat, naturellement, on arrive au début. Apprentissage. Et j'avais juste 16 ans, je faisais partie des tout jeunes. Donc effectivement, la première année, c'était pas facile, je crois un podium ou quelque chose comme ça. Par contre, la deuxième saison, j'étais construit, j'étais beaucoup plus fort prêt. Et on fait 2e, je perds le championnat dans la dernière course sous la pluie, c'était dur. J'ai mené le championnat du jour 1 au dernier jour, mais j'ai quand même perdu. Oh, c'est terrible. Donc voilà, on a été obligé de retourner l'année d'après pour le gagner. Ok. 2015, victoire. En parallèle, tu as fait un autre championnat, Eurocup Formula. C'est ça, en fait c'était les mêmes voitures, il y avait le championnat nord-européen, championnat sud-européen, et le championnat d'Europe. On pouvait en faire que 2 par an, on n'avait pas le droit de faire les 3. Donc moi j'ai choisi Nord-Europe, qui était tout ce qui est Allemagne, Angleterre, et l'Europe au général, qui était où tout le monde se retrouvait. Et donc voilà, j'ai gagné le Nord-Europe et fait 2e de l'Eurocup. Okay. Et c'était vraiment le championnat le plus relevé à l'époque, c'est là que tout le monde était. Donc là, dans ces championnats, il y avait beaucoup de pilotes connus et qui sont actuellement en Formule 1. Tu as quelques exemples à nous citer? On a roulé avec Russell, Leclerc, Max, il n'était pas là, il était en Formule 3, Gasly, enfin vraiment Norris, Piastri, tout le monde est passé par là. Il n'y en a pas un qui n'est pas passé par ce championnat. Cool. Fort de cette victoire et de ces victoires, tu décides de passer un cap en 2015 et tu intègres un championnat Renault 3.5 Series. Exactement. Alors, de nouveau, ça c'était... On parle Formule Renault 2 litres, Formule Renault 3.5. C'est Renault qui avait fait cette filière où eux, ils investissaient aussi pour pouvoir garder les prix bas. En guillemets, mais c'était beaucoup moins cher que la Formule 3 et la Formule 2 de l'époque. C'était des formules de promotion. Voilà. Et donc, après, on pouvait appeler la Formule 3 la Formule Renault 2 litres. Et la 3.5, c'était comme la Formule 2. Ça faisait les mêmes performances quasiment que les dernières Formule 1. Quand on faisait les qualifications, on était aussi vite que les Marussia de l'époque. Ah ouais. Donc ça marchait vraiment bien comme voiture. Oui. Et ça, c'était un gros step. Et tout de suite, je me suis battu pour le championnat. Je finis 2e. Et ça, c'était un peu une révélation pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bonnes pubs. Et grâce à ça, j'ai eu la super licence en Formule 1. Okay. Donc c'est ça qui a vraiment lancé... là, on pouvait dire que je touchais le rêve du doigt. Comment ça se passe, cette super licence ? La super licence, c'est une licence que tu dois avoir pour aller en Formule 1 et qui est que basée sur le résultat. Donc, disons, tu gagnes le championnat de Formule Renault 2 litres, tu vas marquer 10 points. Tu gagnes la 3.5, tu vas marquer 20 points. Tu fais 2e du championnat nord-européen, tu marques 8. Enfin bref, c'est une accumulation par rapport au résultat au championnat. Et il faut accumuler 40 points, donc moi j'en avais 42 ou 43. À ce moment-là, tu peux faire une demande à la FIA et si un team de Formule 1 te soutient, tu reçois la licence, le Graal pour aller en Formule 1. Incroyable. Donc 2016, 2e place en Formula V8 3.5 Series. Je vois que tu as fait une pige en ADAC GT Master. C'est juste. Alors ça, justement, c'est l'année où mes liens avec BMW sont renoués. Ils avaient arrêté cette Formule BMW Talent Cup pendant quelques années. Et après, ils ont créé un junior programme où ils ont dit on va arrêter de faire 15 voitures. On va prendre 3-4 bons pilotes, les supporter et essayer de les faire devenir pro. Donc, ils m'ont rappelé après ce qui m'était arrivé dans leur championnat en 2012. Et j'ai intégré le junior programme avec eux. Et on a roulé donc en ADAC GT Master sur la BMW d'usine en GT3. Ce qui était totalement nouveau pour moi parce que c'était du GT et je faisais que de la monoplace. Oui. Donc, j'ai beaucoup appris et c'était vraiment intéressant en tant que pilote de rouler 2 types de voitures complètement différents. Et c'était ma première introduction à l'endurance. Ouais, ça doit faire bizarre de passer une voiture carénée alors que tu as passé toute ta carrière en monoplace. Surtout que la BM était grosse, c'était la M6, elle était neuve, et elle était vraiment un peu bateau. La première année, c'était dur pour la voiture et pour moi. Ouais, j'imagine. Et après, GP2 Series. Oui, ça c'est la GP2 qui est maintenant la Formule 2.
Ouais. Ça s'appelle, ça a juste changé de nom. Et ça, c'était une année très dure pour moi parce que j'ai rejoint une équipe qui était censée être vraiment bonne. Racing Engineering, qui avait fini 2e l'année d'avant. Comme quoi, on n'évite pas tous les problèmes, même quand on a quelqu'un qui s'occupe de nous d'expérimenter. Et cette voiture, elle a jamais marché. Donc on a fait, je crois, 17 ou 18e du championnat. 17, ouais. Sur 20. Donc là, on est venu tous les articles qui disaient Louis, le futur Suisse en Formule 1, la super licence, blablabla, il est mauvais. Et c'était dur pour moi, c'était dur pour mes partenaires, c'était dur mentalement aussi. Parce qu'on voit le rêve de la Formule 1 qui s'éloigne et les gens, ils jugent le résultat. Ils ne prennent pas en compte que cette équipe, pendant cette année, était vraiment mauvaise. Bon, ça t'a pas empêché de continuer quand même. Exactement. C'était un coup dur, très certainement. Je vois 24 heures Series avec GP Extreme fin 2017. Exact. J'ai eu l'opportunité... En fait, GP Extreme et Frédéric Facien m'ont beaucoup supporté dans ma carrière. Et je pense que c'est important de dire que tous ces gens qui m'ont aidé, sans eux, j'aurais jamais réussi. Et Fred a fait une voiture aux 24 heures de Dubaï et m'a demandé de rouler avec eux et c'était vraiment une bonne expérience. Malheureusement, on n'a pas fini, mais c'était vraiment cool. C'était quoi comme automobile ? C'était cette Renault RS01 qu'ils avaient faite. C'était une voiture tout en carbone, un peu une DTM de l'époque. Ça roulait contre un autre, ils ont fait que leur voiture, leur championnat Renault. Ok. Avec cette voiture qui allait comme des DTM, donc plus vite que les GT3, ouais. Mais qui n'était pas vraiment classée quelque part. Donc je crois que ça s'appelait Renault RS01. Ah, je me rappelle de ces... Oui, c'est comme des prototypes, mi-prototypes, mi-monoplace. C'était bizarre comme voiture. Moteur de Nissan GTR, je exact. crois. Ouais, c'était ça. Oui, c'était des avions, ça. Hein. Ça allait très incroyable. vite. Je les ai vus tourner, oui, au Renault World Series. À l'époque, ils faisaient ça. Oui, exactement. Les Renault World Series, c'est ça. C'est ça. Où roulaient les formules Renault et tout ça. Ouais, j'ai déjà vu ça 2 fois à Manicourt. Et il y avait ces voitures-là, effectivement. C'était incroyable. Hein. C'est vraiment cool. Et malheureusement, on a cassé la boîte. Ouais. Parce que je pense que ces voitures, elles n'étaient pas trop faites pour faire 24 heures. On a peut-être un peu abusé de l'utilisation des vibreurs, mais ça arrive. 2018, tu rempiles en Formule 2, où là, tu améliores significativement ton résultat. C'était beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Formule 2, c'est quand même très politique. Il n'y a que quelques bonnes écuries. Et malheureusement, ça coûte 2 millions par an. Ah, quand donc même. il faut quand même se dire que là, j'avais 18 ans, donc autant dire que trouver 2 millions, c'est pas facile. De nouveau, j'ai eu énormément de chance d'avoir tous ces partenaires qui m'ont soutenu. Et sans eux, c'était impossible de faire 4 ans en Formule 2. C'est autant de budget, la Formule 2. C'est fou. Là, c'est incroyable. Fou. Entre 1.7 et 2, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2024, c'est 3 millions. Oh. C'est pour ça qu'il y a commencé. Les gens, ils peuvent plus. Encore, à l'époque, il y avait et toujours maintenant, il y a des académies. Je fais partie de l'académie Renault, l'académie Ferrari, qui finançait une partie de mes saisons, plus mes sponsors. Donc on y arrivait. Mais c'était très dur. C'était très, très dur. Et donc voilà, j'étais dans une nouvelle équipe en 2018, Charles Racing, avec des gens très bien, mais il a fallu qu'on apprenne. Je crois qu'on a fait 2 podiums, dont un à Monaco, si je me rappelle bien. Exactement, 2 podiums. Ah, t'as roulé à Monaco ? On a fait 3 ans de suite à Monaco. Ouais. Ah ouais ? Je fais 2 fois 2e, jamais gagné. Et ça fait quoi de rouler à Monaco ? Ça doit être incroyable. C'est incroyable, c'est une des meilleures pistes au monde. Alors, pas pour la course, pas pour les spectateurs à la télé, parce que c'est dur de doubler. Oui. Mais de rouler sur circuit, d'être si proche des murs, incroyable. Et je me rappelle, comme si c'était hier, que mon premier tour à Monaco, je suis sorti des stands et je suis arrivé dans l'épingle du Loews, la super serrée, et j'ai dû prendre une énorme respiration parce que j'avais oublié de respirer. En fait, j'étais tellement concentré, c'est tellement nouveau que le corps il réagit plus, et qu'en fait on doit apprendre à respirer dans la ligne droite, se forcer pour pouvoir performer, en tout cas moi, en circuit en ville. Ouais, la sensation de vitesse avec ces rails super proches, les murs juste à côté, ça doit être vraiment fou, quoi. C'est fou, c'est un pilotage différent. C'était ma première fois sur un circuit en ville, donc en Formule 2 à Monaco, c'était pas facile. Mais c'est des souvenirs magnifiques. Et puis voilà, d'avoir pu faire 2 podiums là-bas, malheureusement, j'ai pas gagné, mais les coupes, elles sont juste là. C'est des mémoires pour la vie. Ouais, ok. 2018, Formule 1. Avec As F1 Team, tu veux nous raconter un petit peu l'approche de As et qu'est-ce que tu as fait en Formule 1 ? Je vois Test Driver. Exactement. Donc, après ma saison 2017, heureusement, il y a des gens qui croient encore en moi. Et je reçois cet appel de As. Et puis, j'étais très proche de Romain Grosjean. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Oui. Et qui était chez As à cette époque et qui a dit voilà, il y a un jeune qui marche bien. Peut-être qu'on peut le mettre dans le simulateur et il faut en Formule 1 faire du simulateur pendant les week-ends pour développer les voitures pendant l'hiver aussi. Oui. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai fait du simulateur. Je suis devenu pilote de développement, puis pilote de réserve.
Puis j'avais comme une super licence, donc on sait jamais, moi c'était mon rêve. Et pour me remercier, ils m'ont offert un test en Formule 1 à Abu Dhabi, fin 2018. Donc voilà, c'était la première fois dans une Formule 1 moderne, et c'était un rêve de gamin qui se réalise. Je me rappellerai de cette journée toute ma vie. C'est juste incroyable, la performance des voitures, les équipes, le professionnalisme. Et là, on se dit, je suis pas si loin. Il y a vraiment un step en termes d'organisation, de professionnalisme justement avec je sais pas moi, une Formule 3.5. C'est vraiment... Les équipes en Formule 1, il y a 40-50 personnes par voiture qui s'occupent de nous. Donc après, les ingénieurs sont dédiés à chaque. Il y a un ingénieur pour le train avant, un ingénieur pour le train arrière. Enfin, surtout les mécaniciens qui sont plus entre les deux. Un ingénieur pour les pneus, un ingénieur pour l'aéro, un ingénieur pour le châssis. Enfin voilà, il y a des centaines de personnes qui travaillent, même des gens à l'usine, encore qu'on voit même pas. Et puis ce qui était super cool, c'est qu'en fait, on faisait la course d'Abu Dhabi en Formule 2, le samedi-dimanche. Et le mardi, j'ai testé en Formule 1. Donc j'ai fait vraiment back-to-back entre les deux voitures. Et je me rappelle, arrivé au premier virage, je me suis dit, je vais freiner au même endroit que la Formule 2. Je me suis arrêté avant le premier virage. J'ai mis la deuxième, je dis, là, ça va pas. Donc il fallait tout réapprendre. Et par exemple, le virage 2 et 3 à Abu Dhabi, qui sont à fond en Formule 2 à 280 km/h. Quand même. Mais c'est dur en Formule 2, c'est pas facile à fond. En F1, ça passe à 300. Et à fond tous les tours, presque les yeux fermés. Ouais. Le seul problème, c'est que la nuque, elle finit de l'autre côté du cockpit et on a très mal le soir. Ouais, c'est aussi violent que ça pour le corps. C'est très violent, après on s'y habitue. Mais la première journée, surtout quand on est crispé, c'est dur. Mais ça s'était vraiment bien passé, ils étaient très heureux. Malheureusement, après ça, moi je me suis très mal entendu avec Gunther Steiner à cette époque-là. Donc ça n'a pas marché pour moi. Mais j'ai toujours des très bonnes relations avec Ayao Komatsu, qui est le directeur technique, et qui lui m'avait fait vraiment confiance. Ouais, ok, super intéressant. On va revenir sur un sujet. Tu as parlé de Romain Grosjean. Ouais. Romain Grosjean, comment tu le considères dans ta carrière ? Ouais, je le considère Romain comme un mentor, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un que quand j'ai grandi, je l'ai vu en Formule 1. Je l'ai vu tout gagner aussi en GP2. C'est un pilote exceptionnel qui habitait aussi en Suisse et avec qui je peux partager beaucoup de moments, m'entraîner. On a partagé un coach sportif, on a partagé un manager. Est-ce que c'était un proche de la famille déjà ? Ou pas forcément ? Mon papa et son papa se connaissent depuis longtemps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Romain étant tout petit. Mais après ça, on a vraiment une relation sur les circuits où il m'a beaucoup aidé. Okay. Il a pu me conseiller. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je le remercie encore pour tout ça. Tu es toujours en relation avec lui, ça se passe très bien ? Je suis toujours en relation avec lui. On se voit moins maintenant qu'il est en IndyCar. Mais bon, il se trouve que je roule aux États-Unis en IMSA. Donc, je le vois assez souvent sur les circuits. Ouais. 2019, tu remplis pour une année de Formule 2 avec une nouvelle team. Exactement. Carlin Racing. Et ça, c'était vraiment une très bonne équipe. Là, on l'a dit, c'est ma 3e année en F2. C'est le moment de montrer parce qu'on a eu 2 années bonnes, mais pas fantastiques. Et il faut être fantastique pour aller en Formule 1. Et Carlin était l'équipe, je pense, qui aurait pu changer ma carrière. Malheureusement, cette année, on a cassé 6 ou 7 moteurs. Autant dire que l'année, elle était foutue. Donc ça, c'était vraiment dommage. Mais on a eu beaucoup de belles performances. De nouveau, un podium à Monaco, je crois 5 ou 6 podiums au total. On s'est battu devant toute l'année et on aurait pu faire, pour moi, avec des si, beaucoup mieux. Okay. Mais j'ai beaucoup appris en tout cas. 2019, il y a une anecdote assez terrible à Spa. Est-ce que tu veux bien nous remémorer ce drame pour le coup ? C'est vrai. En fait, en 2019, donc, on a eu l'accident malheureusement d'Antoine Hubert à Spa. Moi, j'étais très proche d'Antoine, donc c'était dur. Pour tout le monde, pour moi, c'était dur, mais pour la famille, j'imagine même pas. Donc il y a cet accident du Raidillon qui nous rappelle que le sport automobile reste très dangereux. Parce que certes, les voitures, les circuits ont amélioré et on ne saura jamais remercier les gens assez pour ça. Mais voilà, il y a eu cet accident, il se fait percuter latéralement par une autre voiture, ce qui l'a malheureusement tué sur le coup. Et c'est la première fois que j'ai vécu ça. Et je pense que ça rappelle les mauvais moments du sport automobile de l'époque, que mon père et d'autres pilotes ont vécu, parce qu'on se rend compte que finalement, je parlais juste avant la course, même 2 semaines avant, on était sur le podium ensemble à Monaco. Avant la course, on parle, on rigole, et puis après la course, il était plus là, donc c'était assez horrible, et c'était un pilote vraiment talentueux qui méritait de faire une grande carrière. Ouais, c'était assez terrible, je me rappelle de ce moment-là, c'était...
Et en plus, moi, pour l'anecdote, je suis allé à Spa. J'ai eu la chance de marcher sur le circuit, faire un tour du circuit à pied. Et le point du crash, en fait, de l'impact sur le rail, il est identifié. Et on se rend pas compte en vidéo, mais en fait, c'est tellement loin de la sortie du virage et que toute cette partie-là, il l'a prise en déperdition, quoi. Enfin, en perdition tout court. Ça doit aller quand même très vite, quoi. Bah, ça va très vite et je crois que Max Verstappen disait là récemment, on lui a posé la question quand est-ce que tu te rends compte que ça va vite. Et en fait, on s'habitue tellement en vitesse qu'on se rend compte quand on va cracher que ça va vite. Après, voilà, il y a eu beaucoup de circonstances, vraiment pas de chance du tout. Le circuit a fait beaucoup d'améliorations pour essayer d'aider. Mais voilà, il n'y a pas de miracle. Le sport automobile restera un sport qui est dangereux. Maintenant, on se fait rarement mal. Malheureusement, quand on se fait mal, on se fait souvent très mal. Oui. Il y a peu de milieux. Ouais, c'est ça. C'est clairement... maintenant, c'est pas la problématique, c'est bien. Mais pour le coup, c'est vrai que si on arrive à avoir mal, on a très mal, quoi. C'est rare que... Quand ça passe le halo, maintenant, c'est que c'est dramatique, quoi. C'est ça, quand on voit l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn et qu'il en sort avec quasiment rien, enfin oui, une brûlure sur la main, mais moi j'estime que c'est rien quand on voit l'accident qu'il a eu. Oui. On voit les progrès comme du sport auto. Après, voilà, ce qui arrive à Antoine, c'est horrible. Et ça le restera toujours. Et voilà, c'est très triste. Bon, ça participe aussi à l'évolution de la sécurité, et un renforcement des règlements. Donc ça, c'est un mal pour un bien. On apprend toujours des erreurs et des drames. Ça, c'est clair. Donc 2019, tu refais une pige en Formule 1 chez ASF Team en tant que pilote de développement. Pilote de développement et réserve, oui. Donc j'étais toujours dans le simulateur. J'étais sur les circuits avec eux quand il fallait. Et puis... Ça consiste en quoi, exactement ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, vu que les tests sont limités, on ne peut pas rouler les voitures comme à l'époque tous les jours. Donc, ils ont développé des simulateurs qui sont assez fantastiques. Donc, nous, on le faisait chez Ferrari, parce que AS Ferrari a toujours eu le lien avec les moteurs. Donc, en Italie, directement ? En Italie, chez Dallara. Ok. Et ce qui se passait, c'est que pendant les week-ends de course, imaginons, eux, ils sont au Brésil. Moi, je suis dans le simulateur. Donc l'horaire était pas top parce qu'il y avait 9 heures de décalage horaire, donc pour moi c'était le milieu de la nuit. Ouais. Et ils font les free practice 1, les pilotes font leur feedback, ils disent ok, moi j'ai du survirage ou du sous-virage, enfin peu importe. Et mon but entre le temps qu'il y a entre l'essai libre 1 et l'essai libre 2, donc il y a 2-3 heures, c'est de développer un nouveau setup qu'ils pourront essayer pour régler leurs problèmes. Donc je suis dans le simulateur et on va essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Après, j'estime que ça c'est la meilleure solution et ils vont l'envoyer au circuit. Et ils vont le mettre sur la voiture et voir si ça marche. Le problème, c'est qu'au début, ça marche pas. Donc, on fait un truc et puis dans le simulateur, c'est fantastique. Puis ils se plaignaient et puis parce que c'était normal. Et puis on voit les grosses équipes comme Ferrari et Red Bull, ils se ratent pas au début. Et puis c'est comme ça qu'on progresse. Et t'arrives à retrouver sur un simulateur le feeling de la piste ? Non, pas. Ce sera jamais la même chose. Dans le simulateur, on ressent par les fesses. Pardon, dans la voiture, on ressent par les fesses. Dans le simulateur, il y a peu de mouvements. On n'a pas l'effet de vitesse. Donc, on développe d'autres sensations. Et ça permet vraiment de travailler. Enfin, on a développé des voitures complètes dans le simulateur, des ailerons avant, des nouvelles pièces pour leur performance. Ça, c'est top. Mais je pense que pour le pilote, il n'y a rien de mieux que le vrai. Et qu'à la fin, on se développe vraiment en vrai. Ouais, ok. Mais c'est des simulateurs dynamiques quand même. Oui, il y a du mouvement. La technologie est fantastique. Moi, j'adore le simulateur. Je l'utilise. Enfin, il y en a un qui est juste là. Clairement, il est magnifique. Mais il y a quand même une différence. Et je pense que par contre, c'est un outil qui est génial et qu'il faut utiliser. Pour mon information personnelle, bon, pas si personnelle que ça, mais dans le coup, ils utilisent quoi comme logiciel ? C'est des logiciels propriétaires ou ils sont sur des... La plupart, c'est AirFactor. Ah, quand même. AirFactor Pro, qu'on n'a pas accès si facilement que ça. Ouais. Après, les modèles de voitures, de pneus, c'est tout fait par eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque écurie a un ingénieur de chez Pirelli qui vient dans l'équipe pour développer son modèle de pneus qui convient à sa voiture, dans le simulateur. En vrai, tout le monde a le même. Oui. Pour essayer de trouver et matcher le data à la réalité. Donc souvent, par exemple, ce qui s'est passé après mon test en Formule 1, c'est ça qui était top. C'est que je roulais dans la voiture et après ça, 2-3 jours après, je suis dans le simulateur pour essayer de rapprocher le simulateur de la réalité. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire ça. Ok, génial, super intéressant. Pilote de développement, tu étais forcément à distance ou des fois quand ils avaient besoin peut-être potentiellement d'un troisième pilote, ils t'amenaient directement sur le Grand Prix ? J'ai fait quelques courses en tant que pilote de réserve, ce qui était mon rôle aussi. Je n'étais pas le seul, il y avait aussi Pietro Fittipaldi
Et après, voilà, j'ai jamais fait de course en Formule 1. Donc, Quand tu es pilote de réserve, tu as le droit de faire des essais? les essais, c'était très limité. En plus, c'était pendant le Covid. Enfin, c'était le début du Covid. Oui. Enfin, non, pas vraiment. C'était vers la fin, mais bref. On c'était en plein dedans, quoi. Ouais, c'était en plein dedans. Donc, il n'y avait pas vraiment d'essais, il n'y avait pas vraiment de tests. Donc, non, j'ai très peu roulé. Okay. Après, certains pilotes, ils le faisaient. Chez Ferrari, par exemple, ils roulaient des voitures 2-3 ans plus âgées. Mais chez As, ils n'avaient pas les budgets pour faire ça. Ok. Très intéressant. Donc, tu continues de renforcer tes liens avec ASF Team? Exactement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à ma relation avec As, ça se passait très bien. Je vais à ma super licence. Moi, j'espérais vraiment aller en Formule 1. Oui. Et il y avait ce double week-end à Bahreïn, parce qu'à cause du Covid, il y avait une course qui n'avait pas pu se faire. Je ne me rappelle pas exactement. Mais il y avait un week-end de course à Bahreïn, la première et la semaine d'après l'autre. Et moi, mon week-end se passe très bien. Je fais 2e de la course. Vraiment une belle performance. Et cette année, j'avais vraiment la combinaison As. J'étais 100% pilote As. Et c'est le jour où Romain a eu son accident. Ah, 2020. 2020, exactement. Et c'est ça qui a commencé un peu mes déboires avec As, où Romain a eu l'accident. Moi, on m'a dit, tu seras dans la voiture, plus ou moins. T'étais sur place? Oui, parce qu'en fait, on était la Formule 2 et le même week-end que la Formule 1. Ouais, ok. Donc j'étais là, je venais de finir ma course de Formule 2. Donc t'étais dans les paddocks, quoi. Voilà. Et on m'a dit, tu feras la course très certainement le week-end prochain. Bon, malheureusement, c'était aux dépens de Romain, mais c'était une opportunité pour moi. Et puis là, lundi, mardi, mercredi, plus de nouvelles. On ne parle plus. Je me dis, c'est quand même un peu inquiétant. Bon, si je dois faire le début en Formule 1, il faudrait peut-être que je fasse un siège déjà, ce serait pas mal. Et en fait, là, il a annoncé, moi je l'apprends par la presse, que c'est Pietro Fittipaldi qui fera la course de Formule 1, qui m'a remplacé. Après, on ne saura jamais vraiment la vérité, mais il y a une histoire d'argent là-dedans. Ce que je comprends, c'est le sport auto. Mais ce que j'aurais apprécié, c'est qu'on me le dise en face, qu'on m'appelle, qu'on me dise, écoute Louis, on te donnerait une autre opportunité, mais là, ce sera Pietro. Et il le méritait, hein. Moi, je suis pas fâché du tout, mais c'était dur pour moi parce que j'étais si proche et ça s'est pas passé. Et c'est là que mes relations, elles se sont séparées ensuite avec As. Parce que As, F1 Team, c'est pas non plus Ferrari. Là, il faut quand même amener des capitaux pour pouvoir rouler. Il y a un entre-deux, c'est ça. As doit survivre. Alors certes, il y a de l'argent derrière, mais c'est pas un constructeur qui vend des voitures et qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Ouais. Donc il y avait très clairement une histoire de sponsor et de timing. Et puis après, voilà. Ce qui est vrai, c'est que j'ai pas gagné en Formule 2 non plus. Donc il y avait d'autres personnes qui méritaient. Mais sur ce moment-là, j'étais tellement bien placé. Et moi, c'était un gros coup dur parce que c'est là que j'ai réalisé... On est un peu toujours jeune, j'étais toujours très jeune et on se dit ça va marcher, je vais y arriver. Puis après on se rend compte qu'il y a quand même d'autres éléments qui ont beaucoup de puissance. Vous aviez eu le temps déjà de rentrer en matière concernant justement ces notions de sponsoring, de fonds et de capitaux à apporter? On en a parlé souvent. Comme je l'ai dit, j'avais un très bon sponsor, un très gros sponsor à Abu Dhabi. ADS Securities qui m'a supporté toute ma carrière. Ouais. Et eux, je pense qu'ils auraient été prêts à me supporter pour aller en Formule 1 parce qu'il y avait un retour sur investissement. Là, clairement, Quand tu rentres en Formule 1 et que tu supportes un pilote, c'est clair qu'eux, ils vont aussi dégager un profit de ça. Oui, clairement. Mais on n'en est jamais arrivé là parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20 sièges en Formule 1. Et finalement, s'il y a un pilote qui part par an, c'est beaucoup. Oui. Donc, c'est pas forcément garanti que c'est toi. Imagine, t'es pilote Ferrari, mais c'est un siège, c'est Mercedes. Tu l'as pas, le siège. Ah ouais, non, clairement. Ok, donc 2020, le terrible accident de Romain Grosjean qu'on a tous vu à la télé pour les gens normaux et puis pour les gens un peu plus VIP en direct. Comment tu vis ça? Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu les événements? Parce que toi, tu es dans les paddocks. Il y a tous les ingénieurs, il y a tous les mécaniciens. On se rappelle tous de sa sortie, il fonce droit dans le mur. La Formule 1, elle est arrachée, il n'y en a plus. Tout prend feu et il sort pas. C'était horrible. Surtout que le paddock de Formule 2, il est juste en face dessus de la Formule 1. Donc dans les garages, moi je regardais la télé, je voyais pas, on n'a pas forcément meilleure vue que les gens chez eux. Mais voilà, on voit cette boule de feu, on ne sait pas vraiment qui c'est, on regarde le timing, on voit que c'est le Romain, c'est le seul qui n'a pas passé la ligne du secteur 1. Donc tout le monde comprend. Et là, les 30 secondes où il est dans le feu, ça m'a paru 10 minutes. Tout le monde pensait qu'il était mort. Ah ouais? Quand on voit personne ça, parlait. C'est le plus gros silence que j'ai entendu sur un circuit de ma vie. Moi, tout de suite, j'ai pensé à Marion et puis bien entendu ses enfants parce que ça a dû être horrible pour eux. Ils étaient, à mon avis, ils n'étaient pas sur le circuit. Ils n'étaient pas là? Je crois pas. Je crois qu'ils étaient restés à la maison, mais je suis pas sûr. Et puis Kim Kiddle, qui était mon coach, en fait, on partageait le coach avec Romain sur les circuits, le physio. Donc c'était horrible, quand tout le monde l'a vu sortir du feu, on a compris que c'était bon. Je me rappelle le soulagement et puis
Tout de suite après, dans les 2 heures qu'on suivi, je suis allé le voir à l'hôpital. Enfin, pas 2 heures, mais la soirée même, je suis allé le voir à l'hôpital. Et à part brûler, il allait bien. Ce qui est incroyable quand on voit la voiture qui est coupée en 2, la boule de feu, qu'il explique qu'il ne pouvait pas sortir, qu'il était bloqué entre le rail et le halo, qu'il a dû passer par le petit trou pour pouvoir s'échapper des flammes. Et le casque qui a fondu. C'est là qu'on voit que la sécurité en sport auto a quand même énormément augmenté, que les habits qu'on a, qui sont tous anti-feu et qu'on peut résister jusqu'à 2 minutes, je crois, dans le feu, sans brûlure grave, ça sauve des vies. Et là, Romain, il a un ange parce que l'accident qu'il a eu, incroyable. Il disait le nombre de jets qu'il a pris, mais c'était du délire, quoi. C'est fou, et on voit qu'il passe à travers le rail. S'il n'y a pas le halo, je ne veux même pas savoir ce qui serait arrivé à Romain. Donc ça, c'est un accident qui va rester marquant, et le fait qu'il soit sorti vivant, c'est incroyable. Le phénix, quoi. C'est vraiment exactement impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que 30 secondes, c'était long, je me rappelle, c'était interminable à la télé. Personne n'osait le dire, mais tout le monde pensait que Romain était décédé. Ouais. Il est sorti droit, quoi. C'est incroyable. Bravo à lui, parce qu'il a aussi eu les bons réflexes. Instinct de survie. Vraiment incroyable. Ok pour ça. 24 heures du Mans en LMP1 en 2020, les amis. Explique-nous. J'étais en Formule 2, de nouveau en plein Covid, et je reçois un coup de téléphone de Rébellion et qui me dit « Est-ce que tu voudrais pas faire le Mans avec nous ? On va faire une 2e voiture. » Donc Rébellion, une team du canton de Vaud, exact, à côté de Lausanne, donc team suisse. Exact. Donc une team suisse qui a fait beaucoup en sport auto et qui a promu beaucoup d'ailleurs de pilotes suisses en sport automobile. Donc voilà, je reçois ce coup de téléphone et tout de suite, j'ai pas réfléchi trop longtemps, j'ai dit oui, j'arrive. Donc on a testé au Paul Ricard et j'ai fait mes débuts aux 24 heures du Mans en LMP1 dans la catégorie Rennes face au Toyota, et c'était une expérience fantastique en parallèle de la monoplace, qui a toujours été important pour moi, de rouler autre chose que la monoplace. Il y a beaucoup de pilotes qui disent non, moi ça m'intéresse pas, je vais faire que la Formule 1. Moi j'ai toujours adoré l'endurance, donc pouvoir faire les deux, c'était top. Est-ce que le fait de conduire en monoplace t'apporte en endurance, ou le fait de rouler en endurance avec d'autres types de voitures t'apporte en monoplace, selon toi ? Je pense que les deux, on se développe en tant que pilote. Faut juste pas se perdre, parce que c'est vrai que c'est quand même différent. La LMP1 et la Formule 2 font les mêmes chronos, mais d'une façon complètement différente. Donc je pense qu'il faut être clair dans sa tête comment on conduit. Mais le fait d'être... Le plus on roule, le mieux c'est, pour moi. D'ailleurs, on voit les pilotes de rallye, c'est les pilotes les plus diverses. Oui. Parce qu'ils ont tous les tarmacs, ils ont le gravier, le goudron, la neige. Oui, ils sont plus forts que nous pour ça, ils s'adaptent. Et c'était un peu mon approche aussi. Donc pour moi, c'est un bénéfice des deux côtés. Qu'est-ce qui est le plus dur à piloter ? C'est la même chose. Tout est difficile. Ouais. Je me rappellerai toujours au Mans la première année, la première fois que j'ai roulé et j'étais dans la MP1 et qu'on prend 350 dans les bosses des Hunaudières. Je me suis quand même dit, qu'est-ce que je fais là ? Ça fait peur. Mais après 2 tours, c'est bon, c'est parti, on est habitué. Et puis le gros sourire sur le visage. La visibilité la nuit, c'est dur ? Alors ça, j'ai une anecdote très drôle, pas pour le lapin, mais... donc j'étais la nuit justement dans la course et ça va très vite. Le but la nuit, c'est de pas faire d'erreur, il faut survivre jusqu'au matin. Et c'est tous ces règlements de slow zone, drapeau jaune. C'est la première fois, moi j'ai tout appris, mais on sait jamais. Oui. Et là, je suis à 340, je crois, un truc comme ça. Et de nuit noire dans les Hunaudières, et tout d'un coup, j'entends un énorme bruit, mais un choc dans la voiture. Et ça révèle ce qu'on appelle une zone vraiment focus devant. Et là, je panique, je me dis, purée, j'ai pas vu un drapeau jaune. Moi, j'ai vraiment eu tellement peur d'avoir shooté un commissaire ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, imagine, il y avait un drapeau jaune que t'as pas vu. Il aurait pas dû être là. Mais même, ça aurait été horrible. Oui. Parce que c'était tellement gros l'impact. Et je sais pas trop ce qui se passe. Je prends la radio, je dis, j'ai tapé un truc, regardez le data. Et là, je freine pour Mulsanne. Et j'ai une jambe, mais pas un lapin, mais un lièvre, je sais pas, un truc énorme, qui commence à flapper sur l'écran devant. Et il y a du sang partout. Et je dis, oh putain, pardon. Et du coup, moi, j'accélère, je prends la radio, je leur dis, la radio, elle marche jamais bien là-bas. Je dis, bon, j'ai tué un truc, il y a du dégât, c'est sûr, parce que je l'ai pris dans le splitter avant. Ouais. Je zigzag pour essayer de virer le lièvre. Le pauvre, bon, il a pas eu beaucoup de temps. Et en fait, c'est rentré, ça a fait un trou, c'est rentré dans les radiateurs. Et ça puait dans la voiture, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai cru que comme s'il y avait un cadavre. Ah ouais. J'ai jamais vu de cadavre, mais j'imagine que. Ouais. Bref, du coup, je pite, il change le bloc avant, je repars.
Et puis je rentre, puis c'était genre 4-5 heures du matin. Mmh. Donc en rentrant après, une heure plus tard au stand et changement de pilote, les mécaniciens très sympas, ils viennent vers moi, ils me disent merci pour le petit déjeuner. Et il y avait des lamelles de chair, c'était horrible, qui étaient coupées partout dans la voiture sur le bloc avant. Et bon, on a perdu du temps à cause de ça. Je suis désolé pour le lapin, j'ai pas fait exprès, mais j'étais très soulagé que c'était pas un commissaire. Oui, c'est clair, c'est clair. C'était qui tes copilotes? Romain Dumas et Nathalie Berton. Romain Dumas. Romain Dumas, ouais. Okay. Grand monsieur de l'endurance, avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai eu de la chance d'avoir des coéquipiers fantastiques. Bonne relation, mec super sympa. Il m'a accueilli les bras ouverts, il m'a vraiment expliqué le sport automobile. Il n'y avait aucune... Enfin, l'endurance surtout. Oui. On a fait un track walk au Mans pour ma première fois, où tout ce qu'il m'a dit s'est trouvé vrai. Il m'a évité beaucoup d'erreurs, il m'a fait sauver beaucoup de temps. Oui. Et c'est des choses que... Enfin, on voit la chaîne des choses, parce que j'ai fait le Mans 3 ans de suite avec des jeunes pilotes qui n'avaient jamais fait le Mans. Et du coup, je me suis retrouvé à répéter ces choses que Romain m'a expliquées. Et d'année en année, ça se confirme. C'est les endroits dangereux de la piste, les endroits où on peut facilement faire des erreurs, où il ne faut pas doubler le trafic. Et sans lui, j'aurais pas appris tout ça. Et à pied, un tour du circuit du Mans, du vrai, du gros, ça prend combien de temps? On triche, on prend des vélos. Ah. Ou bien on marche le Bugatti, Ouais. et dès qu'on rentre sur la route, on prend une voiture, Oui. et il nous pose à chaque virage. Ok. Après, il y a des gens qui le font à pied, ils sont courageux. Ouais. Ah, la ligne droite, ça doit c'est être long. long. Hein. C'est long. 2020, encore une fois, ASF Intime, où là, t'es pilote de réserve, Correct. testeur. Ça, en fait, c'est le même rôle que j'ai pu garder. Ok. Je ne me rappelle plus très bien de la ligne des choses, mais c'est clair que là, ça devenait compliqué la Formule 1. Ok. J'ai toujours la super licence, je devenais un peu vieux, j'ai pas gagné la Formule 2. Alors certes, j'ai fait une bonne année, hein, je fais des podiums et tout, mais à cette époque-là, on a fait Leclerc, Russell, Gasly, Norris, ils sont tous passés en Formule 1, les sièges, à un moment, ils sont réduits. Oui, c'est vrai qu'il y a eu toute une génération qui a passé le cap d'un coup. C'est ça. Et forcément, oui, ça a En dû... fait, du karting à la Formule 2, on a roulé tout le temps ensemble. On a eu une génération qui était, pour moi, fantastique, parce que le niveau était très très haut. Il y a eu de la chance d'avoir des académies qui ont financé des bons pilotes. Et donc pour moi, le top 10 en Formule 2, c'était l'époque où Mercedes dominait à la Formule 1. Oui. N'importe quel pilote du top 10 de la Formule 2 montait dans la Mercedes, faisait en tout cas deuxième. Donc il n'y avait pas de mauvais. Ouais, ok. T'as des amis, toi, parmi les pilotes de Formule 1 actuels? À la fin, on a grandi ensemble, donc on se connaît tous. Après, maintenant, j'ai pas de relation régulière avec eux, parce qu'on est tous sur les circuits à travers le monde. Ouais. Mais oui, tous les jeunes de la Formule 1, je m'entends très bien avec. On n'est pas beaucoup pilotes professionnels, finalement, dans le monde. Peut-être que si on est 150, et en Europe, qu'on fait la F1 et la F2, on est peut-être de cette génération 40-50. Ouais. Donc on se connaît tous. Ok. Donc tu leur envoies un petit message quand ils font un bon résultat. C'est ça, on se croise de temps en temps sur les circuits, on essaie de se revoir. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voit la Formule 1, la popularité qu'elle a pris, c'est devenu des superstars. Ah, clairement. C'est bien entendu plus dur de les voir, mais c'est cool d'avoir ces relations. Ouais. Et justement, tiens, en parlant de ça, petit aparté, c'est vraiment devenu un truc, c'était quelque chose de fou années 80-90, ça c'est clair. Après, il y a eu une petite accalmie où c'était normal, la Formule 1, on va dire, bon, ça intéressait tout le monde, mais c'était rentré un peu dans les mœurs. Puis après, avec les ultra-victoires d'Hamilton, bon, ça s'est un peu tassé, je pense que les gens sont légèrement désintéressés, et est arrivé Netflix, Drive to Survive. Incroyable. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Les gens ont pété les plombs avec ça. Des gens qui ne s'intéressaient même pas au sport automobile. Beaucoup de filles aussi. Ça leur a donné l'envie de suivre les grands prix. Est-ce que tu as un avis, toi, sur ça? Moi, je trouve que c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont été critiques au début. Mais finalement, Netflix et Liberty Media, quand ils ont racheté la Formule 1, a vraiment redynamisé ça. Et à la fin, c'est un business. Eux, ils doivent faire de l'argent. Et s'il y a de l'argent, il y a des constructeurs et des pilotes. Donc le show et des fans. Donc ça continue de tourner. Et pour moi, Netflix, c'était fantastique parce que déjà, alors certes, c'est pas forcément exactement comment ça se passe parce que c'est surjoué. C'est romancé. C'est romancé.
Mais par contre, ça a amené beaucoup de fans, et ceci, ça a même aidé le sport automobile en endurance et autres, parce qu'il y a plein d'autres fans. Moi, j'ai plein d'amis qui ont commencé à regarder le sport auto par Netflix, et maintenant qui adorent regarder 24 heures du Mans. Ouais. Donc ça a fait un effet de chaîne un peu. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que là, maintenant, on a l'impression que l'argent coule à flot, quoi. Et d'autant plus qu'ils arrivent encore plus aux États-Unis. Miami, Las Vegas, c'est carrément des événements, mais c'est incroyable, quoi. C'est des événements, et puis il y a de l'argent, mais à la fin, il y a de l'argent parce que le sport en génère. Donc le sport fait un profit qui redistribue aux équipes. C'est un peu le système américain qu'ils ont en basket ou en NFL, parce que les équipes gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de payer les bons pilotes et de développer les voitures. Et à la fin, ça pousse tout le monde vers le haut, parce que si tout le monde gagne, fantastique. Et en plus de ça, il y a un beau show, donc on va pas se plaindre. Ouais, non, c'est clair. Non, vraiment, le tour de force, c'est incroyable. 2022-2021 déjà, un tournant dans ta carrière. Tu décides, ou en tout cas, tu arrêtes la Formule 2 et tu veux switcher en endurance. Exactement. J'ai fait 4 ans en Formule 2. Clairement, la Formule 1, elle devenait de plus en plus loin. Je n'avais pas l'argent qui était nécessaire pour rentrer dans une petite équipe. Donc, moi qui ai toujours adoré l'endurance, j'avais fait mes premiers 24 heures du Mans en 2020. Donc, switch décidé, endurance à plein temps en 2021 avec l'hypercar en vue. Parce que le championnat était en train de se relancer totalement au niveau des règlements. Et je pense que c'était le switch parfait pour moi. C'était hypercar. La dénomination hypercar, c'est à partir de quand ? 2022, ça a commencé, je crois, mais le règlement avait été annoncé en 2021. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était LMP1. Oui. Mais le LMP1, il n'y avait plus que Toyota. Ouais. Ça n'allait pas très bien. Par contre, le LMP2 était en boom énorme en WEC et en ELMS, le LMS étant l'Europe. Donc il y avait 20 voitures qui étaient toutes financées. Enfin, il n'y avait que des pilotes pro, le niveau était incroyable. 2021-2022, je pense que le niveau était plus haut en LMP2 qu'en LMP1. Ouais. Et mais clairement, le but pour moi, c'était de trouver un constructeur ensuite pour devenir pilote pro. Ouais, ok. Donc, European Le Mans Series, tu fais les 24 heures du Mans. Exact. Encore une fois, comment ça se passe ? Première année en endurance et on gagne le championnat d'Europe, donc fantastique. J'ai eu Robert Kubica comme coéquipier à Yves Fayet. Incroyable. Kubica qui est devenu mon meilleur ami, je dirais, donc c'était vraiment une belle rencontre. Ok. Les 24 heures du Mans, ça aurait pu être une année parfaite. On était en tête pendant 23h40. Non, même 23h58, on va dire. Et dans le dernier tour, je me rappellerai toujours de ça, on était prêts à célébrer, les commissaires viennent vers nous donnent les casquettes. C'était toi au volant ? Non, c'était mon coéquipier, Yves Fayet. Robert et moi, on était dans le garage, donc les commissaires, les caméras viennent, on nous donne les casquettes, on nous dit la procédure, vous allez gagner le Mans, vous allez remonter la pit lane, le podium, blablabla. Robert, super silicieux, les envoie gentiment balader, et je veux rien savoir, on n'a pas gagné. Moi, je fais quoi ? Je suis le seul devant la télé, alors je mets la casquette. Et là, on regarde, et il y a mon père à côté, il y a toute l'équipe, et je regarde la télé, ma voiture, elle s'arrête. Sortie des enveloppes, bouf, arrêté. Dernier tour. On est en tête de la course avec 40 secondes d'avance. Elle redémarre pas. On finit pas la course. On perd le Mans. Dans le dernier tour. Truc de fou. Et j'ai une gourde qui passe devant moi comme ça, qui s'écrase dans le mur. La gourde de Robert. Bon, il m'a pas visé, mais il était c'était horrible. Moi, j'en ai pleuré. Hein. Ah ouais, bah oui, j'imagine. Perdre le Mans dans le dernier tour, maintenant, moi, ça me fait mal d'en parler. C'est terrible. Donc c'était pas de chance. Quelle était la cause de cette panne ? En fait, on a le drinking system, donc une boisson dans la voiture où on peut boire, parce que des fois on reste 4 heures dans la voiture. Et le support s'est fissuré, a commencé à couler. En fait, on s'est pas rendu compte, mais depuis minuit, on avait des problèmes électroniques dans la voiture. On n'a pas fait le lien tout de suite. Donc ça appuyait des boutons au bol sur le volant. On touchait rien, mais il y avait des courts-circuits qui mettaient le l'essuie-glace, qui changeaient la map moteur, qui changeaient le traction control. Donc on devait toujours corriger. Et en fait, à cause de ça, on consommait trop d'essence. Donc en plus de ça, on était un désavantage. On allait quand même gagner. Ouais. Et il se trouve que dans le dernier tour, pourquoi je sais pas, ça a appuyé le bouton kill, le bouton du commissaire qui est dehors. En fait, quand les voitures ont un accident, le commissaire peut venir appuyer sur ce bouton et ça éteint la voiture complètement pour éviter qu'ils aient des problèmes ou qu'elle brûle et ça a appuyé ce bouton. Donc il fallait que Yves sorte de la voiture, le rappuie et re-rentre. Mais sauf qu'on, il fallait le savoir. Il faut le savoir. C'est impossible, c'est électronique, c'est pas de sa faute. Et le lendemain matin, donc la voiture, elle fait toute la nuit en parc fermé. Et le lendemain matin, elle sort du parc fermé et elle démarre parce qu'elle a séché. Sans rien changer, les mécanos, ils n'ont pas changé une pièce. Truc de fou. Oh là là là, l'enfer. J'imagine ce que vous avez vécu. Terrible.
2022, là, ça y est, c'est parti en endurance avec une petite nouveauté, championnat US. Exactement. Et ça, je pense que c'est un grand moment dans ma carrière qui a fait un gros changement. En Europe, voilà, on avait gagné le championnat d'Europe. Il se trouve qu'en 2022, on a gagné un deuxième de suite. Mais je fais mes débuts en IMSA. Une équipe Toro Motorsport me donne une opportunité. Comment elle arrive, cette opportunité? Elle arrive par chance. Je fais un test. On me dit, il faut un pilote aux États-Unis. Je dis, OK, je veux bien. Il me dit, oui, il faudrait trouver un autre pilote pour venir avec toi. Donc, je testais à ce moment-là avec Rui Andrade, qui était finalement mon coéquipier en 2023, l'année d'après. Mais je dis, Rui, t'as pas envie de faire l'IMSA avec moi et on va aux États-Unis? Il dit, OK. Donc, j'appelle l'équipe. Ça se fait en 24 heures, le deal. C'était vraiment dernière minute. Et bien entendu, moi, c'est mon travail, il faut que je sois payé. Mais là, je vois l'opportunité et on me dit, bon, tu ne seras pas payé. Ou tu seras payé très très peu. On te défraie les déplacements, mais voilà. Ok. Et tu viens avec des sponsors quand même? Non, je n'avais plus de sponsor à ce niveau-là. Non, ouais. Donc, moi, je devais vivre du sport automobile. Oui. Donc, je pars aux États-Unis, je dis, OK, bon, je prends le risque. Je fais mes championnats à côté, vous me laissez rouler. Ouais, tu l'as fait en parallèle quand même. Voilà. Mais je le fais pour vous et puis je pense qu'il y a un potentiel. Et on gagne le championnat. On gagne Petit Le Mans, Laguna Seca. On fait 3e à Daytona. Donc, c'était vraiment une belle année. Et à la fin de cette année-là, même juin, juillet, j'ai 3 constructeurs qui viennent vers moi et qui me disent tu veux pas faire l'année prochaine avec nos hypercars? Donc ma carrière elle a un peu changé à ce moment-là. Tu faisais à chaque fois des allers-retours? Toi, tu étais basé ici et tu prenais l'avion Ouais, et toujours maintenant. Je fais toujours des allers-retours, j'habite pas aux États-Unis. T'as pas de pied à terre là-bas? Parce que je roule aussi en Europe, donc finalement, que j'habite d'un côté ou de l'autre, je fais quand même les vols. Ouais. Et ici, j'ai ma famille, mes amis, donc voilà. En termes d'adaptation de la langue, tu t'en es bien sorti? Oui, parce que le sport auto, dès qu'on a... dès que 14 ans, t'as plus le choix. Oui. Tous les ingénieurs, c'est en anglais, tous les meetings, c'est en anglais. Okay. Parce que c'est mondial, il n'y a pas d'équipe que française ou que suisse. Ouais. Et la différence d'ambiance entre l'Europe et les États-Unis? Moi, j'ai beaucoup de plaisir aux États-Unis. J'adore le WEC, j'adore la CO, ce qu'ils font, et je me réjouis j'espère y retourner bientôt. Mais l'IMSA, les Américains, ils savent faire le show, ils savent faire les événements sportifs. On le voit même avec le football, le hockey, tout est plein. C'est beaucoup plus relax. Les gens peuvent accéder aux voitures. Ils payent $80 et ils sont à 1 mètre des voitures. Ouais. Les voitures, elles sont ouvertes, il n'y a pas de box. Donc c'est un peu plus fun. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'en fait, dans les circuits comme Sebring, il y a des campings en fait, à l'intérieur, comme au Mans, mais tout est à l'intérieur du circuit. Et c'est la fête en permanence. Donc les gens, ils viennent pour passer un week-end sympa entre amis. Et en plus, il y a les voitures. Ah, c'est génial. Donc on voit les choses là-bas qu'on ne voit pas en Europe. Ouais. En Europe, il y a un événement qui est super cool quand même, c'est les 24 heures de Spa. Oui. Où il y a une extrême proximité avec le public, où on peut se déplacer dans les paddocks, où les voitures partent, tu es en train de marcher à côté d'elles. C'est un des seuls événements, bon, je ne les ai pas tous faits, mais en Europe, où vraiment tu es directement à proximité des équipes. Tu vois des mecs qui courent avec des chariots de pneus, qui essayent de pousser le public, toi t'es avec ta bière à la main en plein milieu, quoi. Alors que les mecs ils sont en train de faire une course de 24 heures, enfin, c'est génial, quoi. L'ambiance elle est vraiment folle. C'est ça, et c'est là où ils sont très forts aux États-Unis, c'est qu'ils arrivent à... Ça a toujours été plein, ça fait 30 ans que c'est plein, et parce qu'ils donnent accès aux fans, et à la fin c'est le plus important. Parce que oui, c'est bien que nous on ait fait les courses et qu'on gagne ou qu'on gagne pas, mais faut se rappeler que sans les spectateurs, sans les fans, ce sport il va nulle part. Parce le but c'est de partager. Certes, il y a la technologie, mais il y a aussi un partage de passion qui est très important. Ouais, clairement. Donc tu as découvert les circuits américains, t'avais jamais roulé là-bas? Jamais. Donc je prends mon premier vol, je finis le coup de téléphone et je prends mon vol le lendemain pour aller tester à Daytona. Et c'est là que ça commence et que l'histoire est partie. Donc j'ai découvert tous les circuits, des circuits qui sont vraiment fantastiques. Bon, après, il y en a des qui sont mieux que d'autres. Mais surtout que là-bas, il n'y a pas de track limit. C'est-à-dire qu'en Europe, on te dit tu passes la ligne blanche, on t'enlève le chrono. Ouais. Là-bas, si tu passes la ligne blanche, tu es dans le mur. Oui, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a la ligne blanche, le gazon et le mur. Donc c'est plus difficile de rouler aux États-Unis. Ouais. Il y a plus de risques. Laguna Seca, typiquement. C'est quand même un circuit incroyable, un circuit légendaire. Avec cette espèce de grand virage là qui plonge, ça doit faire quelque chose quand même de rouler sur un circuit comme ça. Incroyable. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que je ne connaissais pas du tout. J'ai roulé sur le simulateur qui est là et sur e-racing parce que c'était le seul endroit qui était bien fait. Et j'arrive dans la LMP2 directement au week-end de course et j'étais
avionesque. J'étais super vite. Parce qu'en fait, c'était exactement la même chose. Ouais. Le simulateur m'a vraiment permis d'apprendre. J'ai dû faire 1000 tours dans le simulateur. Je suis arrivé là-bas, c'était mon 1001e. Donc, c'était une bonne expérience. Et le circuit, le corkscrew qui descend, Ouais. on sent les organes qui remontent, qui descendent. C'est drôle. Ouais, ça a l'air de bien C'est plonger. sympa, Ouais. ouais. Non, c'est un beau circuit. Et on gagne la course ce week-end. Donc, voilà. Ma Incroyable. première victoire américaine. Incroyable, sur un circuit mythique. 2022 IMSA, en parallèle européenne Le Mans Series, vous gagnez, encore une fois. 2023, tu es bien installé dans les divers championnats d'endurance, Ouais. donc tu remplis en LMP2 avec une nouvelle team. Avec WRT. Oui, En fait, c'était la même équipe qu'en 2021, avec un nom un petit peu différent. ok, Mais on s'est remis. En fait, Robert Kubica et moi, finalement, on a fait 4 ans ensemble. ok. Les 4 ans de 2021 à maintenant, on était coéquipiers. On a changé un peu d'équipe par-ci par-là, mais voilà. Et WRT, l'écurie de Vincent Voss, qui est une des plus grandes équipes, une sommité en endurance, et un monsieur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était une très bonne équipe et on gagne le championnat du monde, on gagne le WEC 2023. Et c'était un très beau championnat. On fait deuxième moment de justesse, malheureusement, mais l'année était magnifique. Deuxième moment. Bah, ça fait 3 ans de suite que je fais deuxième, donc c'est un peu frustrant. C'est très bien, mais c'est un peu frustrant. Oui. Là, je commence à les accumuler. Et IMSA, encore, c'est reparti. Alors justement, à la fin de la saison 2022, quand les constructeurs commencent à m'approcher, j'ai Wayne Taylor Racing et Acura qui me demandent est-ce que tu voudrais pas faire les grandes courses, les endurances, avec nous en 2023. Donc j'ai pu continuer l'IMSA, mais j'ai fait que les 4 grandes courses, donc Daytona, Sebring, Petit Le Mans et Watkins Glen. Toutes les courses au-dessus de 6 heures. En fait, j'ai signé un contrat à long terme et c'était le début du contrat. Ok. Sur quel type de voiture là? C'était les hypercars déjà. C'était déjà Donc, les hypercars. mon premier. Aux États-Unis, ça s'appelle GTP, mais c'est les mêmes, c'est les hypercars Ok. qui roulent au Mans. Très bien. Et en parallèle, tu poursuis en LMP2? Oui. Donc j'ai fait 4 courses en hypercar et j'ai fait le WEC et le LMS en LMP2. J'ai fait quelques courses avec Tower, quelques courses avec TF et quelques courses avec et le championnat complet avec WRT. Ok, très bien. C'était une année très chargée, mais Ouais, je vois ça. le but pour moi, c'est de dire voilà, je suis jeune, ça marche bien, j'ai des opportunités, je les prends, je roule au maximum et on n'aura pas toute la vie une opportunité de gagner des grandes courses comme ça. Donc on vit l'âge d'or, il faut en profiter. Ouais. T'as fait combien de courses là cette année-là? Parce que là, c'est fou quand même. Ah, beaucoup, je sais pas, 20. Ah, t'étais tout, 19, t'étais tout le temps parti quoi. Puis c'est toutes des courses de plus de 6 heures, enfin Ouais. 4 heures en tout cas. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Mais en guillemets, voilà, c'est mon travail. Moi, j'adore, je suis super heureux. C'est pas quand on m'appelle faire une course, c'est pas une corvée. Hein. Oui, j'imagine bien. 2023 et 2024, tu fais quoi? Donc 2023, en fait, ce qui était intéressant, c'est que fin 2022, j'ai toutes ces offres de plusieurs constructeurs pour aller en hypercar. Et je savais pas vraiment quoi faire parce que c'était toutes des magnifiques offres. Donc je reçois cette offre de Wayne Taylor Racing qui était un peu particulière. Ils m'ont dit 2023, on peut pas te proposer un volant à plein temps parce qu'on a que une voiture. Ils avaient une Acura. Ils m'ont dit tu fais les grosses courses avec nous en tant que 3e pilote. Tu es libre de faire ce que tu veux à côté. Par contre, on te signe maintenant un contrat de 3 ans et en 2024, on te rajoute une voiture. Donc il y aura 2 Acura chez Wayne Taylor Racing qui est devenu Andretti et ce sera ta voiture. Donc tu seras un pilote principal et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai signé parce qu'ils m'ont fait un contrat à long terme avec une perspective, une vraie perspective. Donc j'avais déjà signé pour 2024 l'année complète en IMSA dans l'Acura. Et en parallèle de ça, j'ai fait le LMS avec de nouveau Robert et TF Sport. Je vois Asian Le Mans Series. Aussi, alors ça c'est un championnat d'hiver, d'ailleurs que j'y retourne la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais. Donc c'est un championnat qui se passe de décembre à février. Malaisie, Dubaï, Abu Dhabi, 6 courses. Et ça permet de rester en forme. Ouais. Il y a plein de gens qui font ce championnat, donc moi on m'engage pour faire et je le fais en espérant gagner. C'est où en Malaisie, les circuits? C'est Kuala Lumpur, donc Ok. Sepang, où il y avait la Formule 1. Oui. Et après Dubaï, c'est Dubaï et Abu Dhabi, c'est le circuit des femmes aussi. Ok. Ah, incroyable. Donc c'est top, ça permet de voyager aussi parce que j'adore voyager. Et puis ça permet, quand on va dans des pays comme ça, c'est rare. Moi je pars toujours plus tôt et je vais visiter un petit peu. Génial, c'est l'avantage. 2024, encore une année bien chargée, qui commence gentiment à se terminer, puisque à l'heure où on tourne ce podcast, on est fin novembre. Qu'est-ce que tu fais? Je fais tout. Non, je fais juste pas le WEC, mais je fais l'IMSA, le LMS, l'Asie en LMP2.
l'IMSA en hypercar avec Acura et les 24 heures du Mans. Ok. Donc voilà, un programme très chargé avec une magnifique année. Enfin, pour moi, le grand moment, c'était Sebring. Parce que les 12 heures de Sebring, c'est mythique comme course. Et la façon dont on l'a fait, cette course-là, elle restera pour moi gravée dans ma mémoire à vie. C'est la première victoire d'Acura, une des premières victoires en 10 ans de Wayne Taylor Racing dans cette épreuve. Et ça finit de nuit, c'est fantastique. Je sais pas comment l'écrire, mais... Ouais, un super souvenir. Un super souvenir, et je pense que ça m'a fait une très bonne réputation aussi. Ouais. Ok. Tu as refait les 24 heures du Mans. Oui. Avec une nouvelle team. Oui. Enfin, une team avec laquelle tu avais déjà roulé, mais c'est la première fois avec cette team-là, les 24 heures du Mans. Comment ça s'est passé ? Très bien, on fait deuxième. Il a plu beaucoup, donc pendant la nuit, on perd un tour à cause des safety cars. Je crois qu'il y a eu énormément de safety cars. Énormément. Donc voilà, on fait quand même deuxième, on survit. Et je l'ai fait avec PJ Hyatt et Alex Quinn. PJ Hyatt qui roule aussi en IMSA, qui est un amateur, un pilote bronze, mais qui roule très bien. Et vraiment, on a passé une magnifique saison. On a fait la course au Canada ensemble aussi. Et c'est la voiture Dragon qui a eu un grand succès auprès des fans. Et c'était assez fou de voir tous ces enfants et qui nous supportaient 24 heures du Mans et qui étaient venus que pour voir la voiture qui s'appelle Spike. Donc c'était cool. Mon goal, c'est quand même de le faire en hypercar. Et voilà, ça devrait arriver. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs. Tu as lancé le sujet 2025. Raconte-nous tout, explique-nous où tu vas rouler, dans quel championnat tu vas évoluer et quelles sont tes opportunités pour l'année prochaine. Alors, je continue, mon programme principal sera toujours aux États-Unis, avec l'IMSA en GTP, en hypercar. Par contre, je change de marque. Je passe de Acura à Cadillac maintenant, avec le groupe General Motors. Et je suis très heureux de ça parce que voilà, General Motors et Cadillac, c'est une marque historique aux États-Unis qui a prouvé qu'ils étaient très forts cette année. En plus de ça, ils sont en WEC. Ils sont 24 heures du Mans, donc voilà, il n'y a encore rien de sûr, on ne sait jamais. Mais je pense que le but, c'est d'y être. Ça dépendra du nombre d'entrées et du nombre de Cadillac présentes. Donc ça sera mon programme principal. Et à côté de ça, je continue à faire du LMP2 en ELMS. Ça ne s'est pas encore annoncé où, mais on le saura bientôt. Ok. Donc hypercar alors. Oui, hypercar. En IMSA et Le Mans, en hypercar. Après, si pour une raison X ou Y, Cadillac ne ramène pas une troisième ou quatrième, ou peu importe le nombre de voitures au Mans, je le ferai en LMP2. Pour moi, il n'y a pas de sous-catégorie. Je pense que l'hypercar et l'LMP2, ils peuvent vivre ensemble. Je veux dire, il y a des pilotes professionnels dans les deux et la compétition et le niveau est aussi haut dans les deux. Donc voilà. Après, bien sûr, mon goal ultime est de gagner le Mans en général. Okay. Donc, on va tout faire pour. On allait y venir justement. Tu commences à avoir gagné beaucoup de courses. Tu es bien installé quand même dans le sport automobile mondial. Quels sont tes objectifs, tes ultimate goals ? Ultimate goal, gagner le Mans au général. On l'a dit. Ça, c'est sûr. Gagner l'IMSA, le championnat. Gagner le WEC. Je l'ai gagné en LMP2, mais pas en hypercar. Donc, je pense que ça, c'est des championnats. Je pense que c'est des goals assez normaux. Mais il y a quelques courses que j'aimerais vraiment gagner. C'est Sebring, ça c'est fait. Mais Petit Le Mans, je pense que c'est historique. Et puis, bien entendu, les 24 heures du Mans, c'est très important. Et la dernière que je mettrais très haut sur ma liste, c'est Daytona. Parce que la Rolex de Daytona, on peut que la gagner là-bas et je pense que tout pilote en a envie. Incroyable. Si jamais l'endurance, en tout cas la LMP2, LMP1, enfin hypercar maintenant, tu t'en lasses, ou en tout cas c'est bon, tu as fait le tour, tu as tout gagné, dans 2 ans tu auras tout gagné, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi la suite ? Comment t'imagines la suite de ta carrière, la deuxième partie de ta carrière ? Bon, je pense que je vais pas m'en lasser tout de suite parce que je suis tellement heureux, mais voilà, maintenant je suis aux États-Unis, il y a l'IndyCar aussi. C'est ça, exactement. On m'en a beaucoup parlé cette année. Ça a l'air très fun, hein ? Ça a l'air très fun. Je pense qu'il y a du potentiel. Moi, je suis encore jeune. L'avantage, c'est que je suis en endurance. Certes, on a beaucoup gagné, mais j'ai que 27 ans. Donc, je pense que j'ai encore quelques belles années devant moi, en tout cas, j'espère. Et si je pouvais faire l'IndyCar, je le ferais. Il y a des discussions en ce moment pour essayer de tester la voiture. Donc voilà, ça, on verra où on va. Par contre, bien entendu, la Formule 1, c'est un rêve. Le rêve, sincèrement, je l'ai toujours, mais on sait très bien que c'est impossible, à part si quelque chose d'extrêmement surprenant se passe, mais je l'ai mis de côté, c'est plus un objectif. T'as plus du tout de discussion avec... Non, parce qu'en fait, maintenant je suis presque trop vieux, 27 ans c'est presque trop vieux, j'ai beaucoup d'expérience, mais on rentre en Formule 1 quand on a 21, 22 ou pas, plus ou moins maintenant, c'est comme ça que
que ça fonctionne. Après, on sait jamais. On voit qu'il y a beaucoup de rumeurs de General Motors qui veut rentrer en Formule 1. J'ai aucune idée où ça en est. Par contre, s'ils ont besoin d'un pilote, je suis là, hein, vous m'avez entendu. On voit des Ricardo qui font des allers-retours, par exemple. Je sais pas l'âge qu'ils ont maintenant. Mais ils ont un maintenant. palmarès beaucoup plus grand que Oui, moi, bien quoi. sûr, mais bon, la porte reste ouverte quand même. Je dirais pas non si on m'appelle, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est, je suis très heureux en endurance. Il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de magnifiques voitures. Et pour moi, je peux faire une carrière en endurance jusqu'à ce que j'ai, en tout cas 40 ans. Si je fais pas trop de bêtises, et ce serait magnifique, hein. Je veux dire, on a un travail de rêve. Je conduis des voitures de course quasiment tous les jours. Et je voyage dans le monde, donc on peut pas se plaindre. Et je le changerai pour rien au monde. Ouais, clairement, c'est fou. D'ailleurs, c'est intéressant que tu soulignes ce point-là de ton âge, parce que avant, allez, on va dire il y a une dizaine d'années, l'endurance, c'était la suite. Tu sais. Ouais. Maintenant, pour beaucoup de pilotes, l'endurance, c'est le goal. Et ça, c'est super intéressant parce que ça ramène du sang neuf, ça ramène un sacré dynamisme et ça rend le championnat encore plus attractif. À l'époque, l'endurance, c'était des gentleman drivers. Exactement. Il y avait très peu de vrais pros avant où c'était un après Formule 1. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de niveaux. Le niveau, il est incroyablement haut. Et il y a beaucoup de gens qui n'essaient même plus d'aller en Formule 1 parce que c'est tellement bouché, finalement, que l'endurance, c'est pour moi, aujourd'hui, là où il y a le plus d'opportunités. Et c'est logique. Par contre, il y a beaucoup de pilotes qui disent « Ouais, non, ça ne m'intéresse pas, que la Formule 1, que la Formule 1. » Et ça, je ne comprends pas, moi. Parce que moi, oui, il y avait la Formule 1, mais à un moment, il faut être réaliste et dire si on veut vivre de son métier, il faut faire des choix. Et le switch que j'ai fait quand j'avais 23, 24 ans, pour moi, le timing était parfait. Et d'ailleurs, je remercie mon père parce que c'est lui qui m'a poussé et qui m'a mis dans le bon chemin. Il avait l'expérience, le recul nécessaire, effectivement. Exactement. On arrive tranquillement sur la fin du podcast. J'ai noté une petite anecdote marrante. Tu as retourné Internet avec une anecdote sur des AirPods. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter cette petite aventure ? Ouais, petite qui est devenue grande. Énorme. Alors, je perds mes AirPods tout simplement dans l'avion. Alors ça, c'était facile à faire parce qu'ils sont tombés de ma poche et ils sont restés dans l'avion. Tu partais sur une course ? Je partais aux États-Unis et je me rends compte quelques jours après quand je prends mon téléphone et que je vois que mes AirPods, ils sont, je sais plus, à Londres. Puis l'avion, il faisait que de faire Europe, États-Unis, Europe, États-Unis. Donc, je fais un tweet avec localisation et je dis, ils sont là, est-ce que vous pouvez pas me les rendre par hasard ? Bon, ça devient... Ça fait beaucoup de j'aime, beaucoup de retweets sur Twitter. Un effet beaucoup plus gros que ce que je m'attendais. Donc, du coup, c'était sympa. À chaque fois qu'ils se posaient quelque part, je prenais un screenshot, j'envoyais. Oui. Et puis, à United, ils ont commencé à les chercher un peu. Mais au début, je ne sais pas s'ils ont vraiment cherché. Ils m'ont dit qu'ils le faisaient comme dans tout customer service. Mais je pense que c'est compliqué. Par contre, à un moment, en fait, il est sorti, ce AirPod de l'avion. Et il s'est retrouvé à Chicago chez quelqu'un. Donc j'avais l'adresse de ça et j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai pas fait attention, j'ai mis le screenshot et on voyait l'adresse de la personne. Donc en fait ils sont allés le chercher chez la personne et on me les a rendus. Mais c'était pas un vol, hein, c'était quelqu'un qui les a trouvés. Donc moi j'étais pas fâché du tout et j'ai bien dit voilà, je veux pas que cette personne ait des problèmes. Mon but c'est pas qu'elle perde son travail, c'est que c'était drôle, ça a pris sur les réseaux sociaux. Et donc United récupère mes écouteurs. Une personne de United m'appelle, me dit on vous les envoie par la poste. Je dis ouais parfait, je te donne mon adresse. Je reçois un autre appel 20 minutes après, on me dit « Ah, en fait, non, notre directeur des services clients, il a la famille à Genève, il est demain à Genève, donc ils me les ont amenés, ils me les ont délivrés à Genève en main. » Incroyable histoire. Génial. Et ça a fait, je sais plus, je crois 11 millions de vues sur les réseaux sociaux. Incroyable. Les gens me parlaient plus de ça que de ma course. J'étais obligé d'en parler parce que c'est vrai que c'était incroyable. Tout ça pour des AirPods, mais c'était très marrant à suivre. Ouais, c'est vraiment... ça, et moi qui n'ai pas du tout comme ça, je n'aime pas attirer l'attention, mais bon, c'était drôle, ça a bien fini. Et puis je les remercie encore parce qu'ils ont été top. Et donc merci United. Oui, je me souviens à un moment quand ça commençait à partir loin, tu dis moi je veux te causer de problème à personne, c'est bon. Voilà, le but c'est pas. À la fin c'est moi qui les ai oubliés dans l'avion, personne me les a pris dans la poche. Oui. C'est pas un vol. Non, c'est clair. On conclut tranquillement ce podcast avec un petit jeu des questions-réponses. Pilote favori. Alors là tout est all time. C'est le pilote favori. J'en ai deux. Tu triches. Je triche, ouais. Bon, Michael Schumacher, bien entendu. Okay. Mais Marcel Fassler aussi, j'ai grandi en regardant et qui est un exemple pour moi. Ok. Le championnat favori. L'IMSA. C'est dur entre l'IMSA et le WEC, j'adore les deux. Ça me crève le cœur de ne pas dire WEC. Mais actuellement, la course, maintenant ça a changé, mais la course aux États-Unis est beaucoup plus dure et beaucoup plus intense. Okay. Ce qui m'avait manqué, c'est un peu plus comme la monoplace.
Mais si je dois choisir les événements, je prendrais le WEC. Comme ça, je fais tout le monde. Très bien, très bien. La chèvre et le chou, parfait. Un circuit favori? Sebring. Sebring aux États-Unis, incroyable. Old school, des bosses partout, très dur à piloter. Sebring et Watkins Glen, des circuits très rapides. Ok, là je connais pas du tout celui-là. Et un circuit européen? Monaco, Spa, très fort, très magnifique. Ouais. Je rêve d'aller rouler là-bas avec mes petites voitures de track day, mais j'espère que je le ferai un jour. Mais ouais, c'est vrai que c'est fou. Hein. Monaco, Spa, Silverstone, c'est des circuits qui sont iconiques. Est-ce que tu as des autos? J'en ai une. T'en as une? J'en ai pas plusieurs. C'est une auto passion? J'avais une BMW M4 avant que maintenant je me suis séparé, qui est une voiture fantastique, et j'ai une Porsche GT3. Ok, génial. 992? Oui. Magnifique. Incroyable. Super voiture. Hein. Ah, c'est fantastique à rouler. C'est comme une voiture de course sur la route et je m'amuse beaucoup avec. Bien entendu, en respectant les limitations de vitesse, mais c'est une voiture circuit qui est très rigide et non, j'ai beaucoup de plaisir. Tu fais des track days avec de temps en temps ou t'as pas le temps? Non, j'ai pas le temps et puis non, j'ai pas le temps. Ouais, tout simplement. Pour finir, dernière question, voiture de rêve? Le problème, c'est que si vous me donnez un gros budget, alors là, moi, je prends... Mon garage, il est énorme. Retiens-en une. J'aime beaucoup la Ferrari. Ouais. C'est une voiture de rêve. Et McLaren P1 aussi. Une F40. Oui. Donc plus iconiques. Des grands classiques. Enfin, voilà. Si je pourrais dépenser beaucoup d'argent dans les voitures si je l'avais. Bah écoute, on te souhaite de les avoir dans ton garage dans le futur. Merci beaucoup. Louis, merci à toi. C'était très intéressant, très passionnant. On a réussi à respecter le délai imparti. Magnifique. Donc je te remercie pour avoir synthétisé quelques parties où effectivement je pense qu'on aurait pu développer encore plus. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu as Instagram? J'ai Instagram, Facebook, Twitter, enfin X. Et c'est plus ou moins tout. Louis Delettra? Exactement, tout simple. Ok, génial. Pour ma partie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en version audio sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, en tapant garage.com podcast. N'hésitez pas à commenter sur YouTube cette vidéo et à liker naturellement, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement. Louis, merci pour tout, merci pour l'accueil, je te souhaite le meilleur pour la suite et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Les amis, à bientôt, ciao.